Mais c'est quoi le coronavirus en fait? Donc, effectivement, le coronavirus, c'est un virus qui touche beaucoup de personnes sur la planète. C'est un virus qui va atteindre les adultes, les enfants et aussi les personnes seniors, les personnes un peu plus âgées. Ces Ok. virus-là, il se traduit au niveau du corps par plusieurs symptômes. Ah, donc, si je comprends que c'est juste les hommes ou ça touche aussi les animaux? Le coronavirus, c'est un virus qui peut toucher les humains, mais aussi les animaux. Et la préoccupation actuelle, c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup d'humains qui sont touchés par ces virus. D'accord. Puis, est-ce qu'il y a une différence entre coronavirus et COVID-19? Parce que c'est la Oui, même chose. en fait, le coronavirus, on dirait que c'est comme la grande famille. Donc, si par exemple, dans une famille, il y a plusieurs membres de la famille, donc le coronavirus, on va dire, c'est la famille, le nom de toute la famille. Ensuite, au sein de Ok. la famille, il y a plusieurs catégories d'enfants. Et chaque enfant a un nom différent. Et le COVID-19, lui, c'est le nom de ce virus qui fait partie de la grande famille. Et le COVID, c'est une abréviation. Co comme corona, vid comme virus, et D en anglais, ça s'appelle disease pour dire maladie. Et le Ok. chiffre 19, c'est à cause du fait que c'était en 2019 que les premiers cas ont été rapportés. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais j'entends souvent les gens disent que c'est une grippe ou c'est quand tu as la fièvre. Mais c'est quoi les réels symptômes en fait du COVID-19? C'est ça. Donc, le COVID-19 se manifeste d'abord par des signes qui peuvent apparaître au fur et à mesure dans le temps. Il y a souvent au début, lorsqu'on a été en contact avec le virus, une phase où on est complètement asymptomatique. Ça veut dire on n'a aucun symptôme, on n'a aucune manifestation. Et cette phase peut durer entre 2 et 14 jours selon les personnes. Et après cette phase, apparaissent alors des signes qui sont souvent la fièvre. C'est quand la température est élevée, on a le corps qui chauffe, on a de la sueur, on transpire. Parfois, on a du Ok. mal à réguler l'air, on a l'impression d'être étouffé. Donc, tout ça, c'est les signes qu'on observe, la fièvre. Après, il y a aussi des signes comme le fait d'avoir de la toux, on tousse, souvent une toux sèche comme ça, qui est parfois présent, pas forcément au début, mais qui apparaît au fil des jours. Et puis, quelques personnes vont avoir des gènes à la respiration, respirer rapidement comme ça. Et ces gènes à la respiration-là peuvent être de plus en plus marqués, donner des besoins d'avoir besoin d'oxygène. Ok. Et on peut avoir aussi des signes qui ne sont pas très courants, mais qu'il faut connaître aussi. Par exemple, des signes pour la diarrhée, envie d'aller faire caca souvent. Donc ça, c'est un signe qu'on observe. Des vomissements, par exemple, des enfants ou des adultes peuvent avoir des vomissements. Et puis tout récemment, il y a deux autres signes qu'on a vu apparaître. C'est le fait de ne pas sentir les odeurs ou le fait de mettre un objet, un aliment dans la bouche, ne pas sentir le goût. Donc ces deux signes-là sont aussi dus au fait que le virus arrive dans les petites muqueuses du nez et supprime les petites cellules qui envoient la sensation de sentir, par exemple, l'odeur d'une plante ou l'odeur du chocolat ou l'odeur d'un aliment. Et en termes de médecine, on appelle ça anosmie. Donc, ça veut dire on n'arrive pas à sentir cette odeur. Et pour le goût aussi, parfois on met la nourriture à la bouche, on n'arrive pas à sentir. Ok. Et toutes ces choses-là peuvent varier d'une personne à l'autre. Et souvent, la plupart des gens vont être quand même très fatigués. Donc, la fatigue aussi, c'est ainsi. Ok. Donc, quelqu'un peut avoir le coronavirus, mais ne peut pas forcément propager, ben, ne peut pas développer les symptômes. Exactement, tout à fait. Donc, c'est important ta question parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir le coronavirus, ne manifestent pas de symptômes. Et en particulier, il y a une étude qui a été faite chez les enfants et cette étude montrait qu'environ 15 sur 100 enfants avaient un test positif et ils n'avaient pas de symptômes.
Ah, C'est important. ok. Et en fait, comment est-ce que le COVID-19 se Donc, propage-t-elle? la propagation, c'est une propagation qui se fait de deux façons. La première façon, le virus, lorsqu'il est présent chez un humain, que ce soit un enfant, un bébé ou un adulte, le virus peut passer de l'humain à une autre personne. Donc, c'est un transfert direct. Le transfert Ok. direct, ça pourra être, par exemple, fait par tout ce qui est liquide, donc les salives, les gouttelettes. Donc, lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, ou si on se mouche, tous ces liquides-là vont rester dans l'air et ensuite voyager, toucher la personne jusqu'à 1 mètre, 2 mètres de distance dans un rayon autour de la personne. Ces gouttelettes-là peuvent atteindre. Donc, ça, c'est une première façon par rapport au transfert direct. Ensuite, la deuxième façon, c'est lorsque on a le virus sur le corps, les mains, les cheveux, les vêtements, et qu'on touche une autre personne. C'est pour cette raison que, par exemple, on dit souvent de ne pas se toucher lorsqu'on a euh, cette période d'épidémie. On dit aux gens de ne pas se serrer la main, de faire comme tac, tac, ou avec le pied, tac, Avec le tac. pied. Voilà, exactement. C'est pour éviter le contact direct. Donc ça, c'est la première catégorie de transmission. La deuxième catégorie de Ok. transmission, c'est le virus qui part de la personne, qui se retrouve sur une surface, et ensuite quelqu'un d'autre vient mettre la main sur cette surface. Donc ça, c'est un transfert indirect. Ok. Un exemple, donc j'ai le virus, je vais toucher ce verre, le boire. Tu vas me dire, passe-moi, j'ai envie de boire aussi. Je te passe et toi, tu mets à la bouche. Donc le virus, lui, va voyager du bout de toute surface et aller toucher la deuxième personne. Donc c'est pour ça que ce transfert indirect, on dit souvent aux gens de bien penser à garder les objets des personnes malades, ne pas les partager et de nettoyer le clavier, nettoyer le téléphone, nettoyer l'ordinateur, nettoyer la poignée de la porte, la salle de bain, pour les ascenseurs, les boutons d'ascenseur, pour tout ce qui est chaussures. Mettons, si on vient de l'extérieur, avec les chaussures à l'entrée, parce que dans la rue, on peut traverser, marcher sur les crachats. Il y a des gens qui crachent dans la rue. Ça, c'est pas bon. Donc, on peut avoir le virus à la maison. On peut avoir dans les transports en commun, par exemple, dans le métro, dans le bus, les poteaux qui sont contaminés parce que tout le monde les touche. On peut avoir le virus présent dans des supermarchés si, par exemple, on ne fait pas attention et on met la main sur d'autres surfaces que d'autres personnes ont touchées. Ok. Dans ce cas, alors, c'est donc transmissible par voie aérienne, genre, c'est ça le plus facile. Enfin, Aérienne et surface. et Et pour surface. la transmission aérienne, ce que tu dois savoir, c'est que ça peut rester à peu près dans l'air dans une période de 3 heures environ. Donc, si quelqu'un tousse ou il éternue, ça peut rester dans l'air pendant 3 heures. Donc, c'est quand même important à savoir parce que s'il y a une personne qui est malade dans une maison, il faut qu'il ait une chambre à part, il faut qu'il ait une salle de bain à part et il ne faut pas que les gens viennent dans cette pièce-là parce que sinon le virus sera dans l'air. Donc, Ok. exactement. Et puis, s'il y a des difficultés pour isoler une personne, il faudrait à ce moment-là qu'il soit placé dans un lieu adéquat. Ok. Mais moi, je vois souvent sur Internet où les gens disent que le virus ne tue ou n'atteint que les enfants puis les personnes âgées. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est important cette question parce que beaucoup de personnes disent que ce virus-là est juste méchant avec les personnes un peu plus âgées en âge, avancées en âge. Et c'est quelque chose qui est vrai, sauf qu'il y a eu quelques cas où des jeunes enfants ont été très malades, hospitalisés en réanimation. Et puis, il y a aussi une étude qui avait montré qu'il y avait un jeune nourrisson qui était malade, qui avait une autre maladie associée, qui est décédé aussi à cause du virus. Donc, ce qui fragilise les personnes qui attrapent le virus,
c'est déjà l'âge, puisque plus une personne est avancée en âge, plus les défenses immunitaires sont faibles. Et puis d'autres personnes, même les plus jeunes, qui sont en bon âge, mais qui ont une maladie chronique, comme les problèmes de hypertension, de diabète, des problèmes de reins, des problèmes de asthme, des problèmes respiratoires, peuvent aussi manifester finalement une forme grave. Ok. Et ben, avec ce que je vois, ben, dans ce cas alors, c'est vraiment comme toute la race humaine. C'est pas juste parce que il y a des gens qui disent que ça n'atteint pas les personnes de peau noire, les Africains et tout. Puis j'étais comme... Exactement. C'est ce que beaucoup de personnes faisaient circuler comme information sur les médias sociaux parce qu'il y avait toujours le sentiment qu'ils étaient protégés, mais en fait, c'est une fausse théorie. C'est un virus qui ne reconnaît pas de différence entre les couleurs, entre les personnes. Il touche tout le monde. Et lorsqu'il atteint une personne, il ne demande pas sa carte d'identité ni sa nationalité. C'est vraiment un virus qui va se propager de personne en personne et puis voyager aussi sans demander s'il y a une frontière. Il va le traverser parce que c'est le corps humain qui traverse Ouais. le virus. Parce que je vois qu'il y a des cas du COVID dans plusieurs pays en Afrique, un peu partout dans le monde. Exactement. En Afrique, en date d'aujourd'hui, il y a plus de 1200 cas dans tous les pays et dans toute l'Afrique et plusieurs pays ont des cas qui augmentent. En Afrique du Sud, il y en a au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, au Tchad, au Gabon, au Burkina Faso. Et il y a eu plusieurs personnes décédées qui sont décédées en Afrique, des personnes noires qui avaient le virus. Et Ok. donc, il n'y a vraiment pas de différence pour ce virus-là selon l'origine ethnique. D'accord. Mais moi, je vois que c'est vraiment très grave, que ça se propage facilement et je peux comme facilement attraper. Ben, la maladie, c'est quoi les mesures en fait que le corps médical propose ben, C'est aux ça. gens pour qu'on puisse... Exactement. C'est un point important. Ce que tu dis de gravité, ça doit être important à savoir que il faut être inquiet, mais il ne faut pas non plus être stressé parce que il faut prendre les mesures de précaution. Il faut faire attention. La plupart des personnes qui ont le virus, environ 80%, vont guérir de façon spontanée progressive. avec des traitements comme pour la fièvre. Et pour ce qui est des autres personnes qui peuvent aller en réanimation, il y a aussi quelques cas malheureusement qui décèdent, environ 5%. Mais pour éviter d'arriver à tous ces statistiques, tous ces chiffres, ce qu'on dit, c'est de prendre des mesures de précaution avec en premier lieu, donc la question du lavage de mains. Donc le lavage de mains, c'est vraiment quelque chose d'important parce que lorsqu'on est en face du virus, on essaie de prévenir. Donc, pour laver les mains, il faut avoir de l'eau. Donc, l'eau, c'est important. Le savon, et pour que le virus en aille, il faut vraiment utiliser les eaux. Donc, lorsque je vais me laver les mains, il faut mouiller les mains, frotter avec le savon, frotter tous les doigts, frotter entre les doigts, au-dessus, en arrière, et puis ne pas oublier les ongles et puis les pouces. Et tout ça, ça prend environ 40 secondes. Donc, il faut prendre le temps. Vous pouvez chanter une chanson pendant ce temps et ça permet de bien laver, effectivement. Ok. Mais là, je t'ai vu, tu as ouvert le robinet avec la main sale. Mais après, tu vas fermer avec la main Donc, propre. à la fin, il faut penser avec le savon à nettoyer le robinet aussi. C'est un virus qui est bien réactif à l'eau et savon. Donc, quand on a fini, on met un peu de savon et on nettoie le robinet aussi. Et puis après, on rince et on essuie et on ferme le robinet avec le papier et le mouchoir pour pas salir de nouveau ses mains. Ou sinon, on ferme le robinet avec le coude pour pas salir ses mains de nouveau. Ok, d'accord. Puis, c'est quoi les probabilités, les chances de contracter en fait la COVID-19? Si on respecte les mesures d'hygiène, qu'on pense à se laver les mains,
qu'on pense à garder une distance de 1 à 2 mètres entre les personnes, qu'on pense à tousser, éternuer dans le creux du coude, qu'on pense à ne pas se saluer les mains, mais avec soit le coude, soit les pieds. Si tout le monde adoptait cette mesure, la contamination serait très, très diminuée. Ce qu'on sait, c'est que c'est un virus très contagieux et selon les estimations, environ 50% des personnes l'auront à un moment donné, mais il est possible que ces 50%-là l'auront de façon un peu étalée dans le temps. Ça veut dire qu'ils ne vont pas tous l'avoir en même temps sur plusieurs mois et à ce moment-là, il y a moins de risques pour que les hôpitaux soient encombrés. Ok, d'accord. Puis, avec tout ce que j'entends là, je m'inquiète, ça fait peur. Est-ce que je dois m'inquiéter ou le fait qu'il y ait déjà imposé un confinement et qu'il y ait des mesures à prendre pour éviter de contracter la COVID? Est-ce que je dois toujours m'inquiéter parce que ça reste quand même que c'est très facile en fait d'être en contact avec le virus n'importe où, n'importe quand, parce qu'on va quand même faire les courses à l'épicerie. Exactement. Donc, c'est important de suivre les mesures, mais aussi de protéger l'entourage et en particulier les personnes les plus vulnérables. Ce sont les personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, ça veut dire que éviter comme adolescent, comme toi, d'aller rendre visite aux personnes qui sont vulnérables parce que tu peux transporter le virus en n'ayant aucun symptôme de la maladie. C'est pour ça qu'on dit aussi que toute personne qui est un peu avancée en âge devrait éviter le contact avec les jeunes parce que le virus peut se propager facilement. La deuxième chose, c'est aussi finalement de savoir éviter, comme adolescent, on a envie de vouloir aller voir d'autres ados, passer du temps avec eux, mais ça, on essaie d'éviter parce que tout ce qui est regroupement, attroupement, c'est à éviter. Il faut préférer, comme tu le fais, communiquer avec à distance ou par téléphone parce que dans le groupe, il y aura peut-être quelqu'un qui a le virus et on sait que certains adolescents peuvent avoir des traitements qui les rendent un peu plus fragiles au niveau de leur système immunitaire. Okay. Donc, ça peut être des médicaments, ça peut être la maladie ou ça peut être d'autres problèmes de santé. Tout à fait. Okay. Puis, mais c'est quoi en fait que les médecins donnent à ceux qui sont malades du virus? Parce que moi, je ne sais pas trop si les antibiotiques, est-ce que c'est bon pour prévenir ou pour traiter la COVID-19 ou pas? Donc, l'infection à COVID-19, c'est un virus, le COVID-19. Donc, les antibiotiques ne sont utilisés que pour le contexte où il y a une infection à une bactérie associée. Il y a des recherches qui sont actuellement en cours pour voir si certaines combinaisons de médicaments pourraient permettre d'améliorer l'évolution de cette infection. Et c'est dans ce contexte que là, les chercheurs s'activent pour que les résultats soient rapidement connus. Et ces protocoles de recherche se font avec un suivi médical. Et en attendant tous ces résultats, les gens qui ont vraiment besoin reçoivent le traitement et sont suivis. La plupart du temps, les patients vont surtout avoir des traitements pour diminuer la fièvre, pour diminuer les douleurs. Et puis, on conseille aux patients de bien se reposer, de prendre le temps de laisser le corps lutter tout seul contre le virus et puis de faire un suivi médical, parfois par téléphone, quand ils sont en confinement, parce que la chose à savoir aussi, c'est que lorsqu'on demande aux patients de rester en confinement, ça peut rester isolé dans une pièce, ça peut être une chambre, ça peut être une maison, ils ne doivent pas sortir. Donc, les médecins doivent quand même suivre le patient et souvent, ça se fait par téléphone ou par visioconférence. Et tout ça, c'est des outils qui permettent d'évaluer la gravité et si vraiment le patient est très grave, ce n'est que là où il est hospitalisé. Donc, on ne va pas hospitaliser tous les patients qui ont le COVID-19. À peu près 15% auront besoin d'une hospitalisation, disons 15 à 20%. Et parmi eux, environ 5% auront besoin d'aide respiratoire. C'est ça qu'on appelle une intubation. On leur
donne de quoi respirer dans les poumons parce qu'ils ne sont plus capables de respirer. Donc, ce que moi je veux savoir aussi, est-ce qu'il y a des médicaments ou une thérapie pour prévenir ou pour, je sais pas, guérir ou traiter la COVID-19? Donc, il y a actuellement des recherches qui se font. Il y a à Oui. peu près 90 études qui sont faites dans le monde entier avec différents médicaments. Et toutes ces Ok. recherches se font sous le contrôle de médecins dans des cadres bien définis. Certaines recherches se font chez les patients au début de la maladie. D'autres recherches se font chez les patients qui ont un problème de respiration. Et d'autres recherches se font chez les soignants, par exemple, qui sont exposés à des patients malades. Donc, il y a des recherches où on essaie de voir si on peut prévenir l'arrivée de la maladie chez les médecins, les infirmières. Donc, toutes ces recherches sont importantes parce que c'est ça qui permettra ensuite de définir les meilleures façons de traiter les gens. Parce que ce qu'on recommande aux malades, c'est de ne pas se traiter tout seul dans son coin. Certains médicaments peuvent être dangereux si on prend tout seul dans son coin. Il faut toujours avoir un suivi et c'est capital. Ok. Puis, je sais pas, mais j'ai des doutes. Je ne sais pas si la COVID-19 est semblable au syndrome respiratoire aigu sévère. Euh, Donc, les patients avec COVID-19 peuvent, dans une certaine catégorie, environ 5%, développer une gêne de la respiration. Ça veut dire qu'ils essaient de chercher l'air, mais ça passe pas. Ils ont l'impression d'être bloqués, comme si on avait mis un poids sur la poitrine et son taux d'oxygène diminue. Et à ce moment-là, ils sont confus parce que quand l'oxygène est peu présent dans le corps, on n'arrive plus à bien raisonner, on n'arrive plus à savoir où on est, et puis on voit flou, et puis tout ce manque d'oxygène, on a même la sensation d'étouffer, comme si on était comme si on avait mis la tête dans un sac de plastique ou dans un ouais. vase. Et ça, c'est des signes qui, effectivement, sont dus à ce syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, dans ce contexte-là, ils sont pris en charge par l'hôpital et mis en réanimation. C'est aussi pour ça qu'on dit aux adolescents de pas trop être proches des personnes âgées parce qu'ils sont les plus à même de développer ces formes-là. Et il y a malheureusement beaucoup qui décèdent. Et ça, c'est quelque chose qu'on est très, très vigilant pour ça. Ok. Puis, est-ce que je vois souvent les gens avec des gants puis les masques? Est-ce que le fait de porter le masque, ça me protège ou pas du tout? Les masques que l'on voit souvent en ville circuler, c'est des masques qui sont plus adaptés pour les personnes qui sont eux-mêmes malades pour éviter que le virus aille vers les autres. Et ces masques-là Ok. ne protègent pas pour les personnes qui ont peur d'être contaminées. La même chose pour les gants. Je peux mettre des gants, je suis avec mes beaux gants, c'est joli. Mais après, je touche des choses, et après, mon oreille me gratte, et après, ma bouche me gratte, et après, je remets le virus partout. Donc, ce n'est pas une protection suffisante. Ça peut même être un outil qui donne un faux sentiment d'être en sécurité. Ok. Ouais. Est-ce que ceux qui mettent pour ceux qui mettent les gants puis ou les masques surtout, est-ce qu'il y a une façon de mettre, d'utiliser, d'enlever C'est ça. les Donc, masques? si quelqu'un est, par exemple, son médecin lui a dit, tu dois rester en isolement parce que tu es contaminé, on leur donne souvent ce type de masque. Ce qui est important à savoir, c'est que ces masques-là, la plupart du temps, ont deux couleurs. Ça peut être bleu à l'intérieur ou vert et blanc. Donc, ces masques-là ont une forme très simple, un peu en accordéon, qui permet de les dérouler sur le nez. Et puis, il y a deux élastiques sur le côté qui permettent de l'accrocher sur l'oreille de part et d'autre. Donc, la première chose quand on met le masque, c'est de voir quel est le côté le plus dur. Ce côté est mou et ce côté est dur. Ça veut dire que le côté dur, c'est lui qui doit être en haut. Donc, en haut, en bas. Donc, le côté dur doit être en haut. Et je positionne ici au-dessus du nez. Je mets à l'arrière. Je mets à l'arrière. Ensuite, j'ajuste pour bien couvrir le menton. Et ici, je mets les doigts
pour bien protéger. Ce qui fait qu'il n'y a pas de passage d'air ici et ici non plus. Ce qui fait que je respire directement par la bouche ici. Voilà, donc ça c'est la bonne façon de mettre le masque. Et pour enlever, j'évite d'attraper comme ça parce qu'il y aura des sécrétions qui auront contaminé le masque. Il dure à peu près 3 heures. Au-delà, c'est déjà très souillé. Donc, il faut attraper sur le côté. Hop. Et après, je mets à la poubelle. Ok. Sans toucher le masque, direct à la poubelle. D'accord. Bon, moi, j'aimerais savoir aussi, en fait, combien de temps va durer, en fait, la période d'incubation de la COVID-19? La période d'incubation, ça durera entre 2 et 14 jours. Et puis, comme le virus évolue de pays en pays, on voit par exemple qu'actuellement, il y a des pays comme en Afrique, le virus est en train d'arriver, au Canada, au Québec, on voit que chaque pays a sa vague qui change. Donc, si je me mets au tableau, donc c'est ici le tableau, je vais faire un dessin ici avec 2 cas de figure. Donc, le dessin, le premier cas de figure, c'est quand le virus vient, il monte, tous les jours on entend à la télé qu'il monte. Et après, à un moment donné, il s'arrête de monter, et puis après, il descend. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Donc, on voit que régulièrement, au début de l'épidémie, beaucoup de gens, de nouvelles personnes, puis à un moment donné, ça atteint un pic, et puis après, les gens guérissent, il n'y a plus beaucoup de nouveaux cas, puis à la fin, il n'y a plus de nouveaux cas. Donc, ce qui est important, c'est que lorsque cette période arrive, s'il y a beaucoup de malades qui sont malades en même temps, ils vont occuper les lits d'hôpitaux, ils vont occuper les lits de réanimation, ils vont avoir besoin d'oxygène, avoir besoin de ventilateurs. Ce sont des machines qu'on donne pour aider à la respiration. Donc, si tous ces malades arrivent dans un temps très limité, prenons l'exemple de 1 mois, et que dans un service, on a 10 respirateurs, et qu'on se trouve avec 40 malades, selon toi, combien de malades n'auront pas de respirateurs? Comment? Donc, si on a 10 respirateurs et qu'on a 40 malades, donc il y aura 30 malades 30 malades, ouais. qui n'auront pas de respirateurs. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas sacrifier la vie de 30 personnes. Si les gens restent chez eux, on aura une courbe qui sera beaucoup plus agréable pour les soignants, c'est-à-dire au lieu d'avoir un gros pic, on aura quelque chose comme ça, où la courbe est plus étalée. Donc ici, on aura une distance pour la période de la maladie, disons environ 2 mois, prenons un exemple de 2 mois, où les malades vont s'étaler, et puis on pourra, au lieu d'avoir ces 40 malades qui arrivent en même temps, on aura toujours nos 10 respirateurs, et puis on aura, mettons, 8 malades le premier mois, les premiers 15 jours, ensuite 8 malades les 15 jours suivants, ensuite 8 malades. Et donc, au final, on aura les 40 malades, mais qui seront répartis sur une durée étalée. Okay. Et on pourra... Oui. Okay. Donc, on appelle cela aplatir la courbe. C'est pour ça que souvent, vous verrez les jeunes, les hashtags aplatir la courbe. Donc, on peut dire en anglais flatten the curve. Flatten the curve. Ou bien aplatir la courbe. Donc, ces hashtags, il faut les utiliser beaucoup. La courbe. Il y a aussi le hashtag rester à la maison. Donc, rester à la maison en anglais. Donc, stay home. Parce que c'est ça qu'on veut avoir. On veut avoir une courbe qui est plate. C'est le moment qu'on a le plus besoin de solidarité, que tout le monde... Exactement, de dire à ses amis que je vous aime bien, mais je vais probablement vous parler par voie électronique. Ouais. Par email. Et tout ça, c'est pour qu'on puisse tous survivre. Exactement, tout à fait. Ouais. Que c'est un virus qui est actuellement planétaire
et que ce qu'on fait ici profite aussi à d'autres pays. Donc, tous les gestes de solidarité, c'est important. Les jeunes peuvent contribuer en faisant des messages, des campagnes de hashtag pour dire à d'autres jeunes de rester à la maison et puis en essayant d'utiliser ce temps pour permettre d'apprendre de nouvelles choses, permettre de découvrir de nouvelles activités, permettre d'éveiller l'esprit. Donc, ouais, de se remettre en question, développer ce petit talent. C'est ça, et puis prendre le temps de partager en famille, ouais. Apprécier ce que en famille on a comme bonheur, et puis passer un coup de fil à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, passer un coup de fil à de la famille ou à des amis, et puis aussi faire du sport, c'est important, profiter, parce que même si on est à la maison, il faut faire du sport pour garder la forme et le moral. Exactement. Oui. Une dernière question. Ma dernière question. J'aurais tantôt, plus qu'on parlait au début, tu me disais que en fait, la COVID-19, c'était pour les humains, et les animaux aussi pouvaient attraper le virus. Mais est-ce qu'il y a des chances que l'être humain, à la maison, quelqu'un transmette le virus au chien, ou que le chien, par exemple, transmette à l'être humain? Actuellement, on n'a pas de cas décrits d'animaux domestiques. Les animaux chez lesquels il y a des hypothèses pour le virus, ce sont des animaux sauvages, et en particulier, il y a 2 théories sur la chauve-souris ou bien sur le pangolin. Mais pour ce qui est des animaux domestiques, il n'y a pas de cas rapportés. Il faut dire qu'on ne les teste pas non plus, parce que les tests pour le dépistage, ce sont des tests faits chez les humains. En parlant de ces tests-là, la procédure pour le faire, je vais vous l'expliquer aussi, parce que c'est important que vous le sachiez. Donc, ce sont des tests qui sont faits avec un petit coton-tige. Donc, le coton-tige, c'est un petit bout avec, c'est comme un petit bâton avec au bout un petit coton. On va plonger ça dans le nez. Et puis ensuite, faire 3 tours. Ensuite, plonger dans la bouche, au fond de la gorge, faire 3 tours. Et ensuite, prendre le petit bout, mettre dans un flacon. Et c'est ce petit bout dans le flacon, hein, on ne touche pas avec les doigts, c'est avec des gants qu'on a, tout ça. Et ce petit bout-là qu'on met dans le flacon est envoyé au laboratoire pour être analysé. Et ces petits bouts qui contiennent le virus, et on appelle ça donc la PCR, donc Polymerase Chain Reaction. C'est une technique. Ça, c'est la première façon jusqu'à présent que les peuples de la planète, les médecins, un peu partout dans le monde, faisaient le test. Donc, cette façon-là était une façon assez simple pour dépister le virus, sauf que ce n'est pas forcément disponible. Les kits de dépistage sont pas accessibles dans beaucoup de parties du monde, et les médecins se trouvent parfois un peu débordés pour faire ce test. OK. Et pour faire ce test, il faut venir dans un hôpital, et c'est important aussi de savoir que pour ça, les soignants, vu qu'ils suspectent que le patient est malade, doivent se protéger, ils doivent s'habiller. On met un couvre-cheveux, on met des masques, comme une visière, on met des gants, et tout ça, c'est pour éviter donc de se contaminer. Depuis quelque temps, par exemple, ici à Sainte-Justine, à l'hôpital Sainte-Justine, ils ont mis en place un système de drive test. Donc, la personne reste dans la voiture et il baisse la vitre, l'ouvre la bouche, l'ouvre le nez, on fait le prélèvement, il remonte la vitre et il s'en va. Selon toi, quel est l'avantage de cette procédure? Mais l'avantage, déjà, ils ne sont pas en contact, et c'est plus rapide. C'est ça. Et... Donc, ils ne risquent pas de contaminer d'autres personnes à l'hôpital. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place un système où les patients malades qui n'ont pas un cas urgent, on leur dit de ne pas venir à l'hôpital, on les appelle pour faire le suivi par téléphone. Donc, ce test-là qu'on appelle donc recherche de ARN de COVID-19, donc c'est un test qui se fait par prélèvement
dans les muqueuses. La muqueuse du nez, muqueuse de la gorge. Le deuxième test qui va arriver bientôt, c'est un test qui n'est pas encore disponible, mais c'est un test qui arrivera dans le futur. C'est un test où on fait une prise de sang et on regarde si dans le sang, il y a des anticorps. Donc, ce test-là, ça permet de voir si le sujet aurait eu le virus il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois et aurait développé les anticorps. Et ça, c'est un test qui se fait par une prise de sang. Mais elle n'est pas encore disponible. Elle le sera probablement bientôt. Donc, tous ces tests sont importants, mais tous ces tests ne sont qu'un instantané donné. Donc, si je fais le test aujourd'hui, on est le 24 mars, et que dans une semaine, je m'expose parce que je ne respecte pas. On m'a dit que j'étais négatif, mais je ne respecte pas. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'on va pouvoir, à ce moment-là, attraper le virus. Donc, faire le test qui est négatif ne veut pas dire qu'on va rester négatif à vie si on ne respecte pas les mesures. Lavage des mains, se moucher dans un mouchoir, jeter le mouchoir, éternuer dans le creux du bras, ne pas toucher les surfaces si on a les mains sales, ne pas les mettre au visage, éviter la distance avec d'autres personnes. Donc, le terme distanciation sociale, c'est parce qu'on veut éviter ce contact virus par l'air, par le toucher. Et aussi, finalement, avec toutes ces mesures, prendre le temps de se reposer et de partager les bonnes nouvelles sur l'importance de tout le monde travailler ensemble pour aplatir la courbe. Flatten the curve. Aplatir la courbe. Oui, aplatir la courbe. Excellent. Parfait. Ben, c'était tout. Merci. J'ai beaucoup appris. Et Jessica, il ne faut pas sortir. D'accord? Oui, ça c'est sûr. Parce que je veux qu'on finisse vite avec cette pandémie. Je veux qu'on puisse retrouver la liberté. Donc, je vais sacrifier ces quelques semaines pour que les médecins puissent faire le travail et que nous aussi, on puisse vous aider à trouver la meilleure solution pour que tout ça soit derrière nous. Excellent. Et pour encourager les gens à rester à la maison, on leur dit de lire, de faire de la danse, de faire de la cuisiner, du sport. Exactement. Et puis, ce qu'on va faire pour nos compatriotes, on va leur offrir la possibilité à 3 personnes de gagner un abonnement. Donc, on va leur donner la possibilité à 3 personnes de gagner un abonnement à une chaîne de séries télé qui sera donc faire pour les encourager à bien suivre les mesures et à rester à la maison. Ça, c'est bien ça. Il faudra donc, pour que chacun puisse participer à ce tirage, il faudra qu'il réponde aux questions qui suivent cette vidéo pour voir si les réponses sont bonnes. OK. Parfait. C'est beau, merci. Merci. Et puis, stay home. Restez maison. Stay home. Yes. Yes. Bye. Bye.